Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des souricettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Ouh là là, c'est un sujet tendu qu'on va aborder aujourd'hui. Je dirais même un véritable champ de mine. J'ai posté un petit sondage il y a quelques jours sur Instagram pour savoir quelles étaient vos plus grandes frustrations au moment de Noël, avec votre famille, votre belle famille, bref, ce qui vous agaçait le plus au moment de Noël. Et croyez-moi, vous ne m'avez pas déçu. Vous avez été très, très nombreux à me répondre, avec une tonne de choses différentes qui pouvaient vous frustrer. Ceux qui ne s'occupent plus de leurs enfants pensant que les autres le feront, d'être parfois exclus de certaines conversations parce que je suis en cuisine, la comparaison avec les cousins-cousines qui ont presque le même âge, les jugements et le manque de position du mari vis-à-vis de la famille. Alors ça, les rapports de belle famille, c'est revenu un paquet de fois. Et dans les deux sens, c'est-à-dire aussi bien les gendres et les brus qui se plaignent de leur belle-mère le plus souvent, et les belles-mères qui se plaignent aussi de leur gendre ou de leur bru, les gens qui font la tête, pièces rapportées supportant mal la famille de l'autre, la montagne de cadeaux neufs, les cadeaux en plastique, le fait de boire de l'eau dans des bouteilles en plastique, les différences d'éducation, le manque de bienveillance, les stéréotypes limitants, le chantage au Père Noël, les petites remarques désobligeantes sur les visions parentales, entendre que quand on prend notre enfant dans les bras et qu'on le laisse exprimer ses émotions, on élève un enfant roi, les petites questions du style « il fait toujours pas ses nuits et tu l'allaites encore ?» ou les remarques faites aux enfants du style « oh, t'es pas beau quand tu pleures » ou « viens faire un bisou » et forcer à faire un bisou alors qu'on n'en a plus envie. Et certains d'entre vous ont choisi des solutions extrêmes. Quelqu'un m'a répondu « bah plus rien depuis qu'on a arrêté de se contraindre à voir des personnes que l'on ne supportait pas ». Et c'est effectivement une vraie possibilité. Et en même temps, aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer d'autres pistes. D'autres pistes parce que parfois, on n'a pas envie de couper les ponts avec sa famille ou sa belle famille. Parfois, on a envie simplement d'essayer de passer des bons moments avec eux et on n'y arrive pas. Donc, je voudrais vous proposer des outils et des pistes pour au moins essayer, avant de passer à cette solution quand même extrême, de couper complètement les ponts. Pour faire ça, pour vous aider, je vais d'abord commencer par vous expliquer la théorie de ce que vous pouvez faire, et puis je vais reprendre les exemples que vous m'avez donnés et illustrer tout ça, histoire que vous puissiez avoir vraiment des idées concrètes de ce que vous pouvez mettre en place pour passer un Noël ou des fêtes ou un nouvel an, peu importe, un peu plus apaisé avec votre famille ou belle famille. Et le cœur de ce que je voudrais vous dire ici, c'est qu'on ne peut pas changer les autres. Voilà, ça c'est dit. On ne peut pas changer les autres. Il n'y a que les autres qui peuvent se changer eux-mêmes. On ne peut que se changer soi-même ou alors changer l'environnement. Ça, c'est possible. On peut agir sur nous-mêmes, on peut agir sur l'environnement. Et pour ça, je vais vous proposer 5 étapes qui peuvent vous aider à avancer, à changer votre point de vue et puis à proposer aux autres de changer. Mais même si eux ne changent pas, vous offrir d'autres possibilités en vous changeant vous-même ou en changeant l'environnement. La première étape, c'est déjà d'anticiper les possibles difficultés. Et ça, c'est un petit peu ce que j'ai fait grâce à cette publication Instagram, c'est essayer de vous faire réfléchir, vous faire pointer du doigt ce qui risque de vous énerver et de vous agacer. En général, on le sait, c'est pas le premier Noël qu'on passe dans sa famille ou dans sa belle famille, ou peut-être que c'est votre premier Noël dans la belle famille. Très vite, on sait quand même ce qui nous agace. La preuve, vos réponses n'ont pas manqué sur ce coup-là. Mais ça vaut le coup d'y réfléchir, de se poser et de voir ce qui vraiment nous horripile le plus. Notez-le. Notez-le. Essayez aussi de voir ce qui est vraiment le plus agaçant et ce qui est secondaire, ou ce sur quoi vous pourriez prendre sur vous sans trop de difficultés. Commencez par faire cette petite liste, et un conseil, c'est que si vous êtes marié, faites cette petite liste en couple. Déjà parce que ce ne sont pas forcément les mêmes choses
qui nous agacent les uns et les autres. Et puis parce que comme ça, vous serez très au clair sur ce qui peut être un déclencheur de colère chez votre conjoint ou votre conjointe. Comme ça, vous pourrez sentir les crises arriver et contribuer à les éviter, à les prévenir. La deuxième étape que je vous propose, c'est d'essayer de réfléchir aux valeurs qui animent les autres et qui font que ils se comportent de cette façon qui vous horripile. Rassurez-vous, je vais vous donner des exemples, ce sera plus clair. L'idée, c'est que nous faisons tous quelque chose dans un but ou pour une raison particulière. Seulement, vos valeurs à vous ne sont pas forcément les valeurs de vos beaux-parents, de vos frères et sœurs, de vos beaux-frères et belles-sœurs, de vos neveux et nièces, etc. Et ça aide beaucoup d'essayer de voir ce qui anime l'autre quand il se comporte de cette façon qui vous agace profondément. Je vais vous donner 2 ou 3 exemples. Par exemple, vous en avez marre qu'il y ait trop de bonbons chez tel membre de votre famille. Et pourquoi est-ce que ces membres de la famille proposent autant de bonbons ? Il y a de fortes chances que ce soit parce que cette personne veut avant tout faire plaisir aux enfants. Et que tel moment, qui est peut-être une fête comme Noël, peut-être un moment de retrouvailles en famille, soit un moment joyeux, et que pour cette personne, ça passe par se faire plaisir au niveau de la nourriture. Si vous êtes agacé par les horaires, l'une d'entre vous m'a parlé des horaires, j'imagine que c'est peut-être l'absence d'horaire. Moi, j'ai un mari qui est comme ça, qui est très rigoureux sur les horaires et qui peut se détendre quand il y a un programme et qu'on se tient au programme, parce que du coup, les choses sont faites en temps et en heure et il a du temps pour faire d'autres choses spontanées. Donc, on pourrait, je me place du point de vue d'autres membres de la famille qui pourraient s'agacer de son côté psychorigide sur les horaires en se disant mais il est psychorigide. Et en fait, quand on le comprend lui, c'est l'idée que ce qui doit être fait et qu'ensuite ça libère du temps pour le reste. À l'inverse, on a des membres de la famille qui sont très très souples sur les horaires, du style on déjeune à 16h et on dîne à 22h. Et à l'inverse, ça peut rendre dingue. Parce qu'on se dit mais c'est pas possible, c'est des vies, il n'y a aucune règle, on est mort de faim, ça part dans tous les sens. En fait, ce sont peut-être des gens qui ont d'autres priorités. Par exemple, une slow life, de vivre un petit peu plus lentement, de prendre le temps, d'être là en pleine conscience. Peut-être qu'ils vont privilégier le fait d'avoir une conversation profonde avec quelqu'un plutôt que de préparer le repas. Je connais une famille comme ça où leur priorité, c'est de prier le chapelet tous les soirs, même s'il est 21h et que donc ça va encore reporter le dîner un peu plus tard. Ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord avec leurs valeurs et leur hiérarchie de valeurs, mais ça veut dire que vous pouvez comprendre d'où vient ce comportement. À partir de là, vous avez le choix. Ou bien vous l'acceptez, maintenant que vous comprenez d'où ça vient, et vous pouvez vous rappeler que oui, ça vient de là, ça vient d'un esprit de générosité, de la volonté de profiter de la vie, ça vient d'autre chose. Ou bien vous ne l'acceptez pas et vous voulez changer les choses. Mais si vous l'acceptez en pleine conscience, c'est un choix que vous faites. Et le fait d'accepter, ça va vous rendre davantage acteur. Vous ne subissez plus la situation, vous l'acceptez. On accepte quelque chose ou on le refuse quand on a un certain contrôle. Et je voudrais vous rappeler qu'à tout moment, vous avez un contrôle sur votre vie. Vous avez une liberté de choix dans votre vie. Bon, évidemment, si vous êtes retenu otage dans une situation de guerre ou je ne sais pas, c'est autre chose, mais là, personne ne vous retient avec des menottes à cette fête de famille. Si vous êtes là à cette fête de famille, c'est que vous avez choisi d'être là. Si vous avez choisi d'être là plutôt que de couper les ponts, ça reste un choix que vous faites. Et donc, vous pouvez accepter ces circonstances ou les refuser. Mais vous n'avez plus à les subir. Et je pense que ça, c'est vraiment une différence fondamentale. Du coup, ou bien vous vous dites, ok, ça, je peux vivre avec, je comprends d'où ça vient, et c'est un choix conscient que je fais de vivre avec
ces horaires qui partent dans tous les sens, de vivre avec la tonne de bonbons à la maison, de vivre avec la montagne de cadeaux que les grands-parents vont offrir à leurs petits-enfants, etc. Je l'accepte. Parce que j'ai pesé les choses dans une balance, et c'est ce choix-là que j'effectue, d'accepter cette situation. Maintenant, peut-être que vous voulez quand même changer les choses, ce qui est parfaitement respectable. C'est là que vient le troisième point. Le troisième point, je vous propose de discuter avec vos proches en amont pour faire des propositions. Pourquoi en amont? Parce que justement, en amont, il n'y a pas de crise. Parce que tout le monde est moins tendu aussi, parce que mine de rien, je pense que la plupart des gens arrivent à Noël fatigués, voire épuisés, avec encore une tonne de choses à faire, des courses de dernière minute, des cadeaux à emballer, des repas à préparer. Il y a un stress au moment de Noël qui ne nous met pas dans les meilleures conditions pour nous poser, discuter et réfléchir ensemble à comment améliorer les choses pour des relations plus apaisées au moment de Noël. Et puis, je vous propose non pas de critiquer, mais de faire des propositions. Par exemple, je vais me charger de tel repas pour Noël, ou j'apporte ceci, ou j'organiserai telle activité avec tout le monde. Vous pouvez, alors, si vous avez par exemple un groupe WhatsApp familial, nous, on en a, je pense que beaucoup de gens en ont maintenant, vous pouvez envoyer un petit message avant pour expliquer que, par exemple, on aimerait bien qu'il n'y ait aucune mention du poids de quiconque. Vous savez, les remarques qui peuvent être parfois négatives, genre « Oh là là, t'aurais pas pris quelques kilos ?» ou qui peuvent être positives, mais qui restent des remarques sur le poids. Du genre « Oh là là, mais t'as fondu, t'es toute mince, t'es toute belle. » Et peut-être qu'on souhaite qu'il n'y ait aucune mention du poids de quiconque pour ne pas transmettre une espèce de culture du régime à nos enfants. Peut-être qu'on refuse ça, qu'on voudrait que le poids soit quelque chose de neutre dans notre famille. Et bien voilà un exemple de petit message qu'on peut envoyer. Bonjour tout le monde, je voulais vous parler d'un truc qui me tient à cœur pour les fêtes cette année. On échange souvent dans nos conversations d'adultes des réflexions sur notre poids. Parfois sous la forme de compliments d'ailleurs, du genre « Oh là, t'as fondu depuis ton accouchement !» Ou alors « J'ai pris trop de kilos là, faut que je fasse attention !» Ou « Hé, dis chérie, tu crois vraiment que c'est raisonnable de reprendre du gâteau là? Tu devrais te surveiller un peu, hein !» Et ce qui m'embête, c'est ce qu'on transmet à nos enfants, qui risquent de rentrer dans cette culture du régime, qui, je crois, nous a fait beaucoup de mal à nous adultes. Surtout que, si on est franc, on peut avoir perdu du poids parce qu'on est en dépression, par exemple. Donc ça n'est pas forcément quelque chose de positif. Est-ce que vous seriez d'accord pour ne pas aborder le sujet du poids cette année? Ça serait vraiment un grand soulagement pour moi. Voilà, vous voyez que dans ce message, j'expose les faits, c'est quelque chose de très factuel. Voilà ce qu'on fait. Je m'inclus dans le lot d'ailleurs, parce que c'est probablement quelque chose dans lequel je rentre moi aussi. J'explique ce qui me gêne dedans, très calmement, et je demande si tout le monde serait d'accord pour ne pas aborder le sujet du poids cette année. Voilà, c'est tout. Ensuite, chacun est libre ou pas d'accepter cette proposition. Ce n'est pas parce qu'on a demandé que tout le monde va le faire. Peut-être qu'il y a des gens d'ailleurs qui vont dire oui, pas de souci, et qui vont pas pouvoir s'en empêcher le jour J, qui ne vont même pas réaliser qu'ils font des réflexions sur le poids. Mais ça peut être quand même une première étape. Enfin, du coup, c'est la troisième étape. Mais ça... avant de réfléchir à ce qu'on va faire, nous, on peut demander la coopération de tout le monde. Et si ça ne fonctionne pas, il reste la quatrième étape, de décider en amont ce que nous allons faire. Par exemple, réduire le nombre de jours qu'on va passer en vacances dans telle branche de la famille. Prévoir d'aller se balader de son côté pendant que les autres font la grasse mat. Prévoir d'apporter ce dont on a besoin pour s'alimenter, si on n'est pas sûr de trouver ce dont on a besoin. Moi, par exemple, j'ai un mode d'alimentation qui est assez particulier. Je ne mange pas de sucre et de farine depuis plusieurs années. Je sais que c'est compliqué pour les gens qui m'accueillent. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais c'est vrai que du coup, j'apporte mon petit-déj. J'apporte de quoi me préparer mon petit déjeuner le matin. Comme ça, je suis sûre d'avoir toujours ce dont j'ai besoin. Et j'explique d'où ça vient. Et c'est comme ça. Voilà. Et donc là, on peut décider en amont toutes ces choses-là. On peut aussi se dire comment vais-je réagir si tel membre de la famille fait quelque chose avec lequel on n'est pas d'accord. On pourrait prendre l'exemple du poids. Si au final, quelqu'un fait une remarque positive ou négative sur mon poids, le poids de mon mari ou le poids de quelqu'un d'autre, comment vais-je réagir? Et là, on a toute liberté aussi, on va faire des choix.
Et puis, la cinquième étape, peut-être la plus importante, celle sur laquelle je pense on achoppe le plus souvent, c'est de tenir bon et de faire ce qu'on a décidé de faire. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de décider en amont ce qu'on va faire si au final, on ne le met pas en pratique le jour J. Ça demande du courage. Si vous vous êtes dit, s'il y a des réflexions sur le poids, je vais quitter la pièce. Il faut le faire. Il faut le faire parce que c'est ce que vous avez décidé dans un moment de calme et de lucidité comme étant la meilleure solution. Donc le jour J, même si vous sentez la pression des autres, même si vous vous sentez pas forcément bien, il est important de vous respecter et d'appliquer la meilleure solution à laquelle vous avez pu réfléchir en amont. Bon, voilà pour la théorie, mais je pense que ça reste encore flou, sans doute, pour beaucoup d'entre vous. Donc passons à des exemples par rapport à ce que vous m'avez dit être vos plus grandes frustrations. Par exemple, forcer un enfant à faire un bisou pour dire bonjour. Je vous rappelle les étapes. Première étape, anticiper les possibles difficultés, donc c'est ce qu'on vient de faire. Deuxièmement, modifier son point de vue sur ce qui nous agace chez les autres, en cherchant de quelle valeur ça vient pour eux. Il est probable que pour l'adulte, ce soit un besoin de politesse et de respect, que les adultes considèrent qu'il est important d'être respecté par son petit enfant. Et peut-être qu'on peut comprendre ça, et peut-être qu'on veut rester ferme et que non, vraiment, pour respecter le consentement de l'enfant, je refuse qu'on force mon enfant à faire un bisou. Ok, à ce moment-là, je peux discuter avec mes proches en amont, leur expliquer ça, et leur dire, les enfants, ça dépend de l'âge évidemment, mais par exemple, devront vous dire bonjour, mais ils pourront simplement vous dire bonjour, ou vous serrer la main, ou vous faire un bisou. Voilà d'où ça vient. En tant que parent, on tient à leur apprendre en priorité le consentement, et donc on ne les forcera pas à faire des bisous, et on s'assurera que personne ne les force à faire des bisous. Est-ce que ça vous convient ? Et puis, on peut quand même réfléchir, décider en amont de ce qu'on va faire, et se dire, mais si quelqu'un, le jour J, dit, allez, fais-moi un bisou quand même, fais un bisou à ta bonne maman, à ta grand-mère, à ta mamie, etc. Qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, peut-être, ça dépendra du caractère, du tempérament de chacun, peut-être qu'on va dire, non, mais il couvre quelque chose, il vaut mieux pas. Peut-être qu'on peut y aller frontalement, en disant, tu te rappelles, on avait dit qu'on n'obligerait pas à faire un bisou pour dire bonjour. En revanche, Anatole peut te serrer la main. Voilà. Ça, c'était le premier exemple. Ah, et bien sûr, n'oubliez pas le 5e point, de tenir bon et effectivement de faire ce que vous avez décidé de faire si quelqu'un impose un bisou à votre enfant. Autre exemple, un réveillon qui globalement ne correspond pas à vos habitudes. Par exemple, c'est une super grosse fête alors que vous êtes plutôt spirituel pour Noël et que vous voulez quelque chose de plus centré sur le côté religieux. Ou au contraire, un réveillon très spirituel alors que pour vous c'est la grosse fête avec les 15 000 plats, le foie gras, le réveillon qui dure jusqu'à 3h du matin, etc. Donc on a anticipé les difficultés, on peut comprendre d'où ça vient chez les autres, un besoin de spiritualité plus fort ou le besoin d'en faire une fête de famille, la nostalgie peut-être aussi des Noëls de son enfance. On peut en discuter avec les proches et sinon on peut décider ce qu'on va faire. Peut-être qu'on va décider de prendre part à ce qu'on souhaite. Donc là c'est plutôt dans le cas où on va à un Noël qui est plutôt un gros réveillon alors que c'est pas trop notre état d'esprit. Peut-être qu'on peut monter dans sa chambre un petit peu plus tôt en disant je suis vraiment fatiguée, moi je vais vous laisser là, profitez bien de votre soirée, de votre réveillon, on se voit demain et je serai plus en forme pour passer le reste de la journée avec vous. On peut, dans l'autre sens, participer, si c'est quelque chose de très léger et qu'on aime bien faire un peu plus la fête, on peut participer à ce qui est prévu et puis on peut poursuivre le réveillon dans sa chambre, par exemple. Ou choisir de refaire un autre réveillon en famille restreinte un autre jour. Nous, ça nous est déjà arrivé, par exemple, parce qu'on a accueilli des amis à la maison qui ne pouvaient pas être là le 31 décembre, on a déjà fêté le Nouvel An le soir du 1er janvier et le 2 janvier. Mais c'est pas grave, ça pose aucun problème. C'est pas très important de savoir précisément quel jour on va fêter le Nouvel An. Enfin, à mon sens. En tout cas, c'est une possibilité que vous avez. Autre situation.
trop de bonbons et des enfants surexcités. Vous pouvez peut-être demander en amont, peut-on faire en sorte que tout ce qui est bonbons, gâteaux et autres se trouve uniquement dans une pièce commune, comme le salon par exemple. Et comme ça, garder le contrôle sur ce que chacun mange, éviter que les enfants mangent un paquet entier et se retrouvent malades le soir à vomir partout. C'est une possibilité. Et nous, on peut se mettre d'accord avec nos propres enfants sur ce qui est raisonnable et pas raisonnable. Si généralement il y a trop de bruit, avec beaucoup d'enfants, alors qu'on voudrait du calme, peut-être qu'on peut se prévoir des moments tranquilles. Se dire, là, on va partir se balader pendant 2 heures, parce qu'on a besoin de calme et de silence, à un moment où les enfants se mettent un peu surexcités. On va souffler et on va revenir beaucoup plus en forme, beaucoup plus détendu. Les horaires dont je vous parlais tout à l'heure. Si on est chez des gens qui ont beaucoup de mal à respecter les horaires, on peut, pour lancer un petit peu la manœuvre, proposer notre aide. Tiens, que veux-tu qu'on t'aide à faire pour le déjeuner? Est-ce qu'il y a, je sais pas, des patates à éplucher? Dis-moi, je suis ton marmiton, je suis à ta disposition. Si on fait ça à une heure raisonnable, le déjeuner sera servi à une heure raisonnable. Ou alors, tiens, si tu veux, je te fais une conduite, est-ce que tu as une course à faire? Dis-moi, je peux te dépanner. Comme ça, si la personne a moins de choses à faire, si elle se sent moins débordée, peut-être que les horaires seront plus respectés aussi. Ou si à l'inverse, on est chez soi, avec des gens qui ont tendance à être en retard, on peut leur laisser la clé et partir à l'heure qui nous convient de nous. Mon mari et moi, enfin mon mari plutôt, je vous l'ai dit tout à l'heure, est très à cheval sur les horaires. Pour lui, il est très important qu'on arrive à la messe à l'heure le dimanche. Voilà, on est catholique, on va à la messe tous les dimanches. Et donc, c'est une priorité pour lui. Et puis en plus, on a besoin d'arriver un peu en avance pour que nos grands puissent servir la messe. Ils sont enfants de cœur. Et on a parfois à la maison une belle-sœur qui a du mal à arriver à l'heure à la messe. C'est comme ça, c'est pas grave, on l'aime à la folie, mais elle est très très souvent en retard. Et petite précision, je pense que ce n'est pas un hasard si ce sont beaucoup de mères de famille et de mères de jeunes enfants qui sont le plus en retard. Parce qu'il y a toujours un imprévu, un doudou qu'on a perdu, une couche à changer au dernier moment, un enfant qui recrachote, un bébé qui revomit sur la belle tenue qu'on vient de mettre. C'est beaucoup plus compliqué, évidemment, que quand on est célibataire et qu'on a que soi à s'occuper. Bon, ça c'est dit en passant. Nous, on part le dimanche à l'heure à laquelle on a besoin de partir pour arriver à une heure qui nous convient. On leur laisse les clés et ils nous rejoignent. Alors, parfois à l'heure, parfois un peu en retard, mais c'est pas grave. Nous, on est détendus. Eux, ils sont détendus. Enfin, en général, c'est un peu la course pour eux, mais je veux dire, c'est assumé. Et ça ne pose aucun problème. Bon, un autre gros point qui avait l'air très très sensible dans vos messages sur Instagram. Les critiques d'un membre de la famille. Et alors là, très souvent, belle maman. Que peut-on faire? Peut-être qu'on peut décider que si ça arrive, on quittera la pièce ou qu'on ira se promener. On peut prétexter un coup de fil important à passer. Ou on peut simplement s'excuser pour aller aux toilettes, pour avoir un prétexte pour quitter la pièce, et puis revenir plus tard. Ou on peut tout simplement ne pas écouter, ignorer complètement. Alors c'est un petit peu plus radical, je dirais, clairement, ne pas écouter la personne, se tourner vers quelqu'un d'autre et poursuivre la conversation. Ou peut-être que le conjoint ou la conjointe peuvent intervenir pour changer le sujet ou pour expliquer que dans certains cas, ça n'est pas acceptable de parler comme ça à son mari ou sa femme. Encore une fois, les critiques, si c'est quelqu'un qui a l'habitude de critiquer, il y a des chances que vous ne les évitiez pas. Et vous ne pourrez pas changer la personne qui critique. Donc la question, c'est qu'est-ce que vous allez faire? Oui, m'est arrivé de dire non, mais ça m'intéresse. Alors, quand j'entendais des critiques de quelqu'un d'autre, un membre de la famille qui critique un autre membre de la famille dans son dos, en me parlant uniquement à moi, ça m'est arrivé de dire non, mais ça ne m'intéresse pas. Je suis pas là pour critiquer les autres derrière. On peut parler d'autres choses si tu veux, mais ça, vraiment, ça ne m'intéresse pas. Ou on peut mettre en avant tous les côtés positifs de cette personne qui est en train d'être critiquée. Ou encore une fois, on peut changer le sujet. On peut quitter la pièce. Il y a beaucoup, beaucoup de possibilités, mais personne ne nous oblige à subir les critiques ou à écouter les critiques
de nous-mêmes ou des autres. Donc là, encore une fois, ou bien vous acceptez la critique, ou bien vous faites un autre choix. Mais rien ne vous oblige à le subir. Et ça, c'est important. D'autres petits exemples en passant. Peut-être que vous avez peur que vos enfants ne cassent des choses fragiles. Ah là là, on n'aime pas aller dans telle maison de grands-parents parce qu'il y a toujours des trucs fragiles. Oh, c'est la cata, j'arrive pas à me détendre parce que je passe mon temps à leur courir derrière pour qu'ils n'abîment pas les choses. Bah, peut-être que discrètement, on peut remonter ou mettre à l'abri ce qui risque de casser. Surtout quand on a des tout petits. Attends, je te mets ça à l'abri parce que la petite Léa, là, j'ai peur qu'elle casse ton joli vase. Voilà, on le fait, très simplement. Si vos enfants ont l'habitude de recevoir trop de cadeaux ou que le reste de la famille leur offre des cadeaux en plastique que vous n'aimez pas, déjà, vous pouvez décider en amont avec les membres de la famille ce qui est acceptable ou pas pour les cadeaux. Pour vous donner un exemple, j'ai énormément de neveux. J'essaie de calculer vite fait combien de neveux et nièces j'ai. J'en suis 15, 20, bientôt 21. Voilà, bientôt 21 neveux et nièces. On a décidé à un moment tous ensemble, les beaux-frères, belles-sœurs, en tout cas d'un côté de la famille, qu'on n'offrirait pas un cadeau par neveu et nièce, parce que c'était hors budget, tout simplement, et qu'il y avait simplement les parrains et les marraines qui offriraient un cadeau à leur filleule. Voilà, c'est comme ça. Et puis, c'est aussi très clair que les cadeaux sont raisonnables et qu'on n'a pas des budgets extensibles à l'infini. Bon. C'est clarifié, donc ça aide. Mais si vous n'arrivez pas à clarifier ça avec vos proches, vous pouvez décider en amont, avec vos enfants évidemment, que si ça arrive, s'ils reçoivent vraiment une montagne de cadeaux et que c'est déraisonnable, ou des cadeaux que vous n'aimez pas, eh ben, vous pouvez décider ensemble que peut-être vous les revendrez pour en acheter d'autres, ou que vous les offrirez à des enfants défavorisés. C'est souvent une période où on fait des boîtes de Noël pour les défavoriser. Ça peut être une solution. Il y a plein d'options. Alors vous me direz, ah non, mais un cadeau, ça se revend pas. Un cadeau, ça ne se donne pas. Et je comprends cette règle. Cette règle est une règle de politesse qui a pour but de développer chez nous l'appréciation de ce qu'on reçoit. C'est une très bonne règle dans le cas général. Et en même temps, quand on a exprimé clairement ses attentes vis-à-vis des cadeaux qu'on offre à nos propres enfants, si on a dit clairement qu'on n'avait pas envie de jouer en plastique qui font du bruit, par exemple, ou si on a dit clairement qu'on ne voulait pas de console de jeu, que c'était hors de question chez soi, ou toute autre chose, ou qu'on ne voulait pas plus de 2 cadeaux, par exemple, et que vos proches, malgré tout, ne répondent pas à vos attentes, eh bien, je considère, ça n'est que mon avis personnel, mais que je vous donne cette autorisation, cette permission, si vous en aviez besoin, vous pouvez vous arroger le droit de revendre ou de donner le cadeau qui ne respectait pas vos attentes. On n'a pas à respecter des gens qui ne nous respectent pas, à un moment donné. Voilà, donc tout ça, ce sont des possibilités. Ah oui, et une dernière possibilité. Les critiques spécifiquement sur votre parentalité, parce que ça aussi, il y en avait un certain nombre. Vous pouvez choisir de répondre comme ceci, mais ça ne sont que des exemples, bien sûr, à vous de voir ce que vous voulez faire. Et vous pouvez dire, oui, c'est comme ça que nous avons décidé de faire. On verra bien ce que ça donne, mais par exemple, le fait d'accueillir les émotions de l'enfant, j'apprécie que notre fils, notre fille nous fasse confiance et sentent qu'on est un abri sûr pour eux, pour accueillir toutes leurs émotions. Moi, ça me plaît, cette relation qu'on a développée ensemble. Mais bon, on n'a peut-être pas envie de relancer un débat sur l'éducation aujourd'hui, alors que c'est le jour de Noël. Non, je pense qu'on peut parler d'autre chose. Voyez, on peut dire clairement que non, cette critique ne nous atteindra pas et proposer un autre sujet de conversation. Et je voudrais aborder un dernier petit point avec vous là-dessus. C'est que les paroles et les critiques des autres n'ont pas de raison de vous faire de... Ce ne sont pas elles, en soi, qui vous font du mal. Ce qui nous fait du mal, ce sont nos propres pensées.
Si, si quelqu'un me disait: «Oh là là, mais qu'est-ce que tu es maigre!» Alors ça ne me ferait ni chaud ni froid, parce que je me considère absolument pas comme maigre. Et je crois que jamais dans ma vie je n'ai été maigre. Du moins à mon point de vue. Donc vous pouvez me dire ça, mais ça ne me fait ni chaud ni froid. En revanche, si vous me dites «Oh là là, qu'est-ce que t'as grossi?» ça va peut-être me toucher et me blesser. Pourquoi? Parce que, au fond de moi, peut-être que je me trouve grosse, ou du moins en ce moment, ou plus qu'à une autre période de ma vie. Mais ce qui me touche, c'est ce que je pense moi à l'intérieur de moi. Pas ce que la personne pense. C'est ce que la personne me renvoie. Mais ce sont vos propres pensées qui peuvent vous faire du mal, pas les pensées des autres et pas les paroles des autres. Quand une personne critique votre parentalité, ça n'est pas la critique en elle-même qui vous fait du mal. C'est l'incertitude. C'est le manque de confiance en soi. Et c'est normal de ne pas avoir complètement confiance en soi quand on est parent, parce que on ne verra le résultat, les fruits de notre éducation et de notre parentalité que quand nos enfants seront adultes. C'est du long terme. Donc forcément, on stresse, on panique, on s'inquiète, on doute et on culpabilise. Bien sûr. Mais c'est ça qui vous fait du mal. Ce n'est pas la réflexion de belle maman ou beau papa. Parce que s'il vous disait tiens, tu as les cheveux bleus, alors que vous n'avez pas les cheveux bleus, ça vous ferait ni chaud ni froid. Vous diriez, hein, quoi? Bah non, j'ai pas les cheveux bleus, non. Si vous êtes d'une taille plutôt petite et que quelqu'un vous dit oh là là, t'es trop grande, ça va pas vous toucher. Parce que non, ça vous paraît ridicule. Donc j'espère réussir à vous faire comprendre que, encore une fois, ce ne sont pas les pensées des autres ou les paroles des autres qui vous blessent. Ce sont les pensées et les émotions que ça suscite en vous, sur vous. Donc je vous encourage à réfléchir à ça et à vous dire ouh là là, pourquoi est-ce que cette réflexion spécifique là, sur ma parentalité, quand on me dit oh là là, tu vas avoir un enfant roi, pourquoi ça me fait mal? Pourquoi ça me fait réagir? Pourquoi je pars au quart de tour? Ça vient toucher un point sensible. Quand je dis que ça vient toucher un point sensible, ça ne veut pas forcément dire que votre enfant est en train de devenir un enfant roi, hein. Mais ça veut dire que vous, ça vous met en insécurité. Vous, ça vous inquiète. Vous avez cette petite voix dans votre tête, une partie de vous qui s'inquiète de ça. Et ça vient réveiller cette partie-là de vous. Donc après, ça c'est tout un travail sur soi-même, hein, de se réconcilier avec toutes ces parties. Des parties qui pensent qu'on fait le bon choix en matière de parentalité, des parties qui pensent qu'il faudrait faire autrement. Mais c'est un travail sur nous-mêmes. Ça n'est pas un travail sur les autres. Et je reviens à ce que je disais au début, la boucle est bouclée. On ne peut pas changer les autres. Mais de toute façon, ça n'est pas les autres qu'il faut changer pour avoir moins mal. On ne peut changer que soi-même et notre environnement. Quand je disais par exemple de remonter les objets fragiles ou placer tous les bonbons dans une pièce commune de la maison, tout ça, ce sont des changements faits à l'environnement. Mais sinon, on ne peut que se changer soi-même, et ça tombe bien, parce qu'il n'y a qu'en se changeant soi-même qu'on peut réellement se protéger de toutes ces réflexions, de toutes ces critiques, de toutes ces choses qui nous font mal. Bon, vous n'avez pas le temps de faire 10 ans de psychanalyse d'ici à Noël, mais j'espère quand même que ces quelques pistes vous aideront en amont, il reste encore une semaine, un petit peu moins d'une semaine, et en amont et au moment même des fêtes, à mieux gérer toutes ces circonstances qui interviennent, à vivre des fêtes un petit peu plus apaisées, en famille, et si ça peut vous éviter de couper les ponts, parce que je sais ce que c'est, les familles où il y a des ponts qui se coupent, et je peux vous dire que je trouve ça tellement triste, c'est un tel gâchis, c'est tellement dommage. Donc si on peut éviter d'avoir à en arriver là et à couper les ponts avec des branches entières de sa famille, eh ben ce sera tant mieux. Et si je peux vous y aider un petit peu, j'aurai accompli ma mission aujourd'hui. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un très joyeux Noël avec un petit peu d'avance parce qu'il n'y aura pas de podcast d'ici là. C'est le dernier podcast avant Noël.
Et je vous dis à très bientôt, votre petite sourisette, Anna.